Donc bonjour Catherine. Bonjour Alan. Voilà, Oui. il paraît que je t'ai dédicacé à Alain. Oui, c'est pas très grave. Je suis désolée. C'est des choses qui arrivent. Oui, c'est parce que quand j'étais chez Fayard à dédicacer, elle arrêtait pas de me dire allez, parce qu'en fait ils allaient fermer les bureaux. Et donc j'ai regardé, on n'a pas échangé depuis 2018 en interview, malgré toutes les parutions qu'il y avait. C'est fou. Et donc du coup j'ai envie de te demander comment tu perçois l'évolution du milieu depuis 2018. J'en sais un peu trop rien. Moi je sais que j'ai publié 2 bouquins en 2020, c'est ça? Ouais. Au bal des absents et la croissance mathématique du plaisir. Non. L'arithmétique terrible de la misère. Et puis c'est tout, parce qu'après j'ai mis 4 ans à écrire le livre suivant, qui est un livre de science-fiction. Et donc le milieu, dans ces cas-là, moi je le connais. Bon, déjà on a eu les 2 années de Covid, merci. Et le milieu, finalement, je le connais par mes copains. Et je suis plus allée en festoche parce que j'étais pas tellement invitée. Puis c'est vrai que j'ai fait comme pas mal de gens, il y a un peu une rétractation sur la sphère privée. Et je le connais surtout à travers tous les livres qui sortent parce que je suis jurée au GPI. Donc je reçois avec des caisses de bouquins et je lis tout l'imaginaire français qui paraît chaque année depuis 2 ans. Et ben c'est super parce que alors j'ai des morceaux d'imaginaire qui me coulent par les oreilles tellement je suis saturée, mais ça permet vraiment de prendre le pouls de l'imaginaire de notre temps, ses peurs, ses angoisses, ses aspirations, etc. Et je pense que dans 10 ans je vais pouvoir tracer toute une évolution de la psyché de nos contemporains et savoir comment ils imaginaient le monde en 2024 et puis je sais pas en 2034, enfin si Dieu me prête vie. Et c'est super intéressant de rentrer comme ça dans la tête de tous les gens. C'est super. Et du coup, ta nouveauté à toi, qui vient tout juste de paraître et qui est mise en avant pour le mois de l'imaginaire du côté de Robert Laffont, la collection Ailleurs et Demain, c'est les Chants de la Lune. Oui. Alors, c'est quoi les Chants de la Lune? Alors, les Chants de la Lune, ça vient de l'idée d'Elon Musk de terraformer Mars. Et c'est une idée absurde parce que Mars est super loin et puis Mars c'est couvert de désherbants. Voilà, donc c'est pas la peine d'y aller. Alors en plus quand je dis c'est super loin, c'est-à-dire que c'est super loin, c'est-à-dire que pour y aller, il faut 9 mois ou je sais plus 1 an. Bon, et puis autant pour le retour. Et il faut savoir que les cosmonautes, s'ils tiennent dans leur espèce de boîte de conserve, parce que ça revient à ça, soit dans une navette spatiale, soit dans une station spatiale, c'est parce que dès qu'ils commencent à être un peu crispés, parce que l'espace est étroit et qu'il y a plein de gens avec eux et qu'ils en peuvent plus, ça fait des mois qu'ils sont là, ils s'engueulent avec leur psy qui est sur Terre. Voilà. Donc ils font un zoom et ils pourrissent la tête de leur psy. Or, si jamais tu vas sur Mars, entre le moment où t'engueules ton psy et le moment où il peut te répondre, il va se passer 40 minutes, 20 minutes pour que ça arrive, 20 minutes pour qu'il te réponde. Donc tu vas plus pouvoir te défouler sur ton psy, donc tu vas être obligé de te défouler sur tes voisins. En fait, c'est une espèce d'immense confinement où t'as même pas le droit de sortir 1 heure en fait pour promener ton chien. Et tout le monde sait que le confinement, ça refait la tête même des gens les plus solides, quoi. Donc accéder à Mars est quasi impossible psychologiquement. Donc la terraformation promise par Musk me paraît juste du gaz des marais pour pas nous payer les données personnelles qu'il nous a volées, hein, faut dire. Et si vraiment il faut qu'on aille occuper une autre planète, si on veut trouver une planète B, il y en a une qui est sous notre nez, elle est toute proche et en plus, voilà, c'est une rocheuse, elle est ni plus ni moins morte que Mars, c'est la Lune. Donc j'ai voulu imaginer vraiment quelqu'un qui pose le pied dessus, qui regarde par le hublot, qui voit les grandes plaines de sable gris éclairées par la terre qui est bleue, et quel effet ça fait, et quelle odeur ça a, et comment est-ce qu'on fait pour s'installer, et après il faut faire pousser des plantes, et puis élever des animaux, et est-ce que les carottes seront d'accord pour pousser, est-ce que les vaches, on peut traire du lait avec une gravité 6 fois inférieure à la gravité terrestre. Il est fort possible que tous les quadrupèdes à jambes graciles, les vaches, les chevaux, les chèvres, n'arriveront pas à survivre avec une gravité faible, tout simplement parce que la raison pour laquelle leur grossesse se mène à terme, c'est qu'il y a la gravité qui tire le ventre vers le bas.
Alors que la femelle humaine, c'est pas la même chose. Comme elle est bipède, il y a d'autres mécanismes qui empêchent un avortement spontané dès qu'elle fait un pas, quoi. Mais par contre, les quadrupèdes à jambes graciles, il y a risque que s'ils sont une gravité 6 fois inférieure à celle de la Terre, ils vont faire des avortements spontanés en permanence. Donc il y a des risques qu'ils ne s'acclimatent jamais à la Lune. Voilà, donc j'ai essayé de regarder tout ce qu'on savait actuellement sur la Lune, sur le voyage spatial, mais au niveau de l'être humain. Et d'extrapoler ça sur la Lune, sur un siècle, 2 siècles. Et donc je promène le lecteur et la lectrice sur les grandes mers, la mer de la tranquillité, l'océan des tempêtes, les grandes mers de sable, et puis sur la face cachée, dans une mine de glace, etc. J'essaye vraiment de faire une citoyenne study, c'est-à-dire une étude, un récit au niveau de quelqu'un qui habite en random sur la Lune, qui tient une ferme, qui fait pousser des choux et qui va se promener dans son rover, pour qu'on ait vraiment l'impression d'y être, en fait. Et c'est Elle Jarline, alors j'espère que j'écorche pas son nom. C'est parfait. C'est parfait. C'est Elle Jarline qui a cette responsabilité-là dans une ferme, la ferme Lalande. Oui, à la surface de la Lune. Et on a du mal à percevoir, on a du mal à percevoir est-ce qu'elle est humaine, est-ce qu'elle est pas humaine. Alors, elle est humanoïde, c'est ce qu'on entend, et finalement on a l'impression que ça n'a pas tant d'importance que ça. Non, ça n'a pas tant d'importance parce que c'est plutôt un regard, c'est quelqu'un qui au début de l'histoire, alors son évolution psychologique a de l'importance, comme au début de l'histoire, elle est très carotte, chou, et on marche pas sur les pelouses. Et effectivement, au fur et à mesure, alors il y a son dôme qui commence à se fendiller, elle demande à sa tutelle, est-ce que il faudrait réparer, la tutelle ne répond jamais, elle envoie des devis, elle râle, enfin bref. Et finalement, elle va passer d'un caractère plutôt calme à un caractère de moins en moins calme, parce que la survie de sa ferme est menacée, parce que différents événements vont arriver, il va falloir qu'elle aille faire un grand voyage pour trouver des réponses à certaines questions. Et finalement, son esprit va se complexifier, elle va s'ouvrir au monde, elle va devenir un peu moins égocentrique. Et quelquefois aussi, on peut lire un peu plus amer sur la mentalité humaine qui malheureusement restait toujours aussi égocentrique. Et voilà, c'est plutôt un peu l'éveil à l'altruisme d'une conscience, en fait. Oui, et elle est presque toute seule dans sa ferme. On la sent partager d'abord des rapports qui sont très techniques, dans les premières pages très techniques, avec un glissement, alors probablement l'évolution de sa psyché vers une communication qui semble plus, alors j'irai pas jusqu'à romancer, mais en tout cas plus compréhensible pour le commun des mortels. La communication reste un sujet essentiel de ce roman. Oui, tout à fait. C'est savoir comment est-ce qu'on peut se comprendre les autres, se rendre accessible aux autres, mais aussi comprendre les autres. Et comprendre les autres, c'est essayer aussi d'accéder à la bulle de rêve dans laquelle on vit tous et toutes. On vit notre psyché malheureusement est dans une grande solitude ontologique, c'est-à-dire qui tourne en rond sur elle-même, si je puis dire. On n'arrive pas à sortir de ça. Il faudrait qu'on ait de la transmission de pensée pour sentir un petit peu le pouls des autres psychés. On l'a pas. On essaye de le faire par l'art, par l'écriture. Quand tu lis les ouvrages de quelqu'un, tout d'un coup tu vois son point de vue. Quand tu regardes un tableau de Monet, tu dis ah ben voilà, c'est comme ça qu'il voit une meule de foin, c'est comme ça qu'il voit un bateau sur la Seine. Et ça, l'art permet de nous sortir de cette solitude. Et on avait alors le personnage, alors je sais pas comment on peut le dire, elle est accompagnée par un chat augmenté, oui, je peux le dire comme ça. Le petit, comment il s'appelle, Trim. Ah ouais, là je me suis fait plaisir. Là. Bah oui, parce qu'il a quand même une saleté de mentalité de chat. Oui, alors ouais, oui, c'est un vrai chat. Qu'est-ce que tu veux? Alors donc les chats et les chiens, on les a augmentés. On leur a donné un larynx artificiel, donc ils peuvent parler. Donc ça c'est pas difficile. Les chiens, ils comprennent 300 mots. Et en random, au quotidien, on utilise 600 mots. Donc, un chien qui s'exprimerait avec 300 mots, ça serait quelqu'un qui parlerait de façon un peu fruste, mais tout à fait naturelle. Donc là, les chiens se mettent à parler. Et les chiens, ils parlent beaucoup. Ils ont des raisonnements un petit peu lents, mais vraiment très obstinés. Et puis, c'est des gens qui sont très coopératifs. Par contre, les chats, on sait pas vraiment combien ils comprennent de mots. Simplement parce qu'un chat, on peut pas les tester, c'est des sales bêtes. Et en fait, un chat, tu lui donnes un nom, genre Minou ou Gudule, et on s'est rendu compte que quand tu prononces leur nom, ils l'entendent, ils ne réagissent pas parce qu'ils ont pas envie. En fait, c'est pas qu'ils le comprennent pas, c'est qu'ils ont pas envie. Et personne n'arrive à faire de tests sur les chats. Donc, j'ai supposé que les chats sont aussi intelligents que les chiens, mais alors par contre beaucoup plus personnels, quoi. Ils ont pas le sens de la coopération. Voilà.
Et donc ce duo fait que il reste isolé d'un monde qui reste ils sont à la surface, là où on a les populations qui sont plutôt enterrées, si j'ai bien. Oui, alors comme il y a trop de rayons solaires, hein, il n'y a pas de bouclier électromagnétique pour protéger la Lune. Donc si on veut vivre sans attraper des cancers tout le temps, il faut vivre sous la surface de la Lune. Il y a des grands tubes de lave, genre de 500 mètres de diamètre, et vous vous installez là, il fait moins 20 degrés centigrades, donc vous isolez la roche, hein, vous mettez un bon petit chauffage, un coup d'oxygène, sachant que je crois que la poussière lunaire recèle 5 à 10% d'oxygène, pas de problème. De l'eau, c'est la moitié de la poussière lunaire, c'est des billes d'eau, ça y a aucun problème. On peut très bien rendre viable d'immenses tubes de lave et c'est là que les humains vivent. Et effectivement, il y a quelques fermiers qui tiennent des fermes à la surface des grands dômes dans lesquels on fait pousser du sorgho, du maïs et des petites fleurs. Et donc Edgerline et Trim, on a l'impression qu'ils vivent leur petite vie tranquille dans leur coin et ils se moquent un peu de ce qui se passe autour. Et il y a cette petite fille qui arrive et qui va chambouler. Pourquoi ce personnage en rupture et voilà, on va pas divulgacher, mais ça va être compliqué pour elle aussi. Disons que c'est une petite fille qui est à peu près aussi neuroatypique que la fermière. Hein. Voilà, elle a pas un rapport facile avec les autres humains de sa ville. Et effectivement, la grande va prendre la petite sous son aile parce qu'elles partagent toutes les deux un même amour de l'horticulture. Hein. Elles repiquent les poireaux, etc. Elles s'entendent très bien là-dessus. Or, malheureusement, la petite fille va mourir parce qu'il y a une sorte de surmortalité à la surface de la Lune, parce que la Lune, c'est quand même une planète qui n'est pas vivante. C'est très dur de vivre là-dessus et c'est pas facile de rester en vie. Et du coup, ça l'agace, hein, la fermière. Elle trouve que c'est un gâchis de compétences et qu'il est temps de soigner cette espèce de surmortalité stupide. Et comme visiblement personne n'a été capable de trouver la solution, elle décide qu'elle va la trouver et elle fait un peu le tour de la Lune, si je puis dire, un tour des cités, pour trouver la solution à ce gâchis stupide de compétences. Et c'est là où on se rend compte que on retrouve les mêmes travers que sur la Terre, c'est-à-dire que il y a aussi une volonté quelque part de pas trop chercher la solution à cette maladie. Oui, disons que les gens de la Lune ont des habitudes qui sont néfastes, un peu comme des gens qui fument. Ils savent que c'est pas bon, et ils continuent à le faire. Et jusqu'au jour où il y a un déclic. Mais en fait, il y a des tas de gens qui ont des mauvaises habitudes, qui savent très bien qu'ils devraient pas, et puis qui continuent parce que jusqu'au jour, parce que c'est pas la même chose de savoir et de percevoir en fait une urgence en soi. Et effectivement, là, je peux pas tout spoiler. Oui. Évidemment, ouais. Mais ce qui est, il y a une dimension aussi qui m'a particulièrement surprise, c'est que on voit les robots et finalement la loi de la robotique, ça suffit pas pour les maintenir à long terme. Ah non, puis là, je me suis quand même lourdement inspirée de Isaac Asimov. C'est-à-dire la première loi, c'est un robot doit préserver la vie, quoi qu'il arrive. 2, il doit obéir aux ordres, sauf si ça contrevient à la première loi. Et 3, il doit se sauver lui-même, sauf si ça contrevient aux premières et deuxième lois. Et déjà dans un défilé de robots et ses suites, c'est que ça. Par exemple, il y a une nouvelle d'Asimov, j'ai vraiment repris le thème. C'est un robot qui tourne en rond autour d'un cratère. Pourquoi? Il est coincé. Et on appelle la robot psychomotricienne, la robot psychologue Suzanne Kelvin. Et elle le regarde et elle dit là il y a un conflit de loi. En fait, c'est un robot qui doit obéir aux ordres, qui est d'aller dans ce cratère. Mais il se trouve que ce cratère, je sais pas, il est très dangereux, il est très à pic, etc. Or, ce robot coûte très cher. Donc, on a augmenté un petit peu la teneur de la troisième loi. Il doit se protéger lui-même parce qu'il coûte un œil, quoi. Donc, en fait, il y a la deuxième loi qui lui dit faut que tu y ailles, et la troisième loi qui lui dit tu coûtes cher, tu sais, tu devrais pas risquer tes roues là-dedans. Et du coup, il est pris en conflit entre ces deux lois et il tourne autour du cratère, à peu près du bord du cratère, mais pas trop pour pas être en danger. Et c'est Suzanne Kelvin qui va lui décoincer en fait ce conflit qui est littéralement un conflit psychique. D'accord. Et du coup, quand on lit, alors c'est pas la première fois, quand on lit ton roman, il y a quand même beaucoup de questions de relations. Qu'est-ce qui t'attire dans cette dimension que tu tritures sous tous les angles au travers de tes romans?
Cette dimension relation humaine, qu'est-ce que tu cherches à creuser à chaque fois? Ah bah alors ça justement, ça je suis sûre que tu le vois mieux que moi. Et souvent un bon lecteur, une bonne lectrice, c'est quelqu'un qui vient te voir et qui dit ah oui, et ben justement, tu as remarqué que dans toutes tes œuvres, tu regardes sous tous les angles le relationnel entre voilà. Et là tu dis ah non, j'étais pas du tout au courant. Alors vas-y, raconte, qu'est-ce que tu as dit? J'ai trouvé qu'il y avait tout cet aspect d'opposition. Alors ce que tu disais aussi par rapport aux gens qui savent qu'il faut pas le faire mais qui vont le faire quand même, la relation avec les personnes qui sont un peu neuroatypiques qu'on voit, la petite fille qui est exclue, Jarline qui s'est plutôt, j'ai l'impression, exclue d'elle-même. Et on a ce sentiment-là dans tes romans que tu cherches à tester toutes ces relations possibles et leur évolution. Oui, alors c'est vrai que là je me rends compte, et merci, qu'il y a un certain nombre de gens qui sont peut-être un peu asociaux dans mes romans. Et alors, est-ce que ça reflète, moi, une partie de moi que je regarde pas en face, ou une partie de moi que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir? Ça, c'est toujours le problème. Dans l'écriture, est-ce qu'on ment, c'est-à-dire qu'on se présente sous un jour meilleur que ce qu'on est? Est-ce qu'on fait une psychanalyse sauvage, c'est-à-dire qu'on met en scène des choses qu'on ne sait pas qui existent chez soi? C'est probablement un mélange des deux, à mon avis. Je pense. Et il y a un sujet que tu n'abordes pas du tout dans ton roman. Ouais. Il y a du monde sur la Lune et la Terre dans tout ça. Alors oui, donc la Terre, on ne sait pas et on ne saura pas, parce que personne ne sait, parce que les relations avec la Terre ont cessé. C'est-à-dire qu'il y avait des navettes qui arrivaient de la Terre, et puis des navettes qui retournaient sur Terre. Et puis les navettes qui sont retournées sur Terre, ben, elles sont jamais revenues. Et les navettes qui arrivaient de la Terre, ben, un jour, il y a eu une dernière navette, et il n'y en a plus jamais eu. Et les communications étaient coupées. Et on ne sait pas, donc on a essayé de allô, 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 et la Terre ne répond plus en fait. Et donc il y a une navette qui a essayé d'aller voir, qui n'est pas revenue non plus, et du coup il n'y a plus personne qui a eu envie d'y aller voir, et on suppose qu'il s'est passé une catastrophe, ou alors tout simplement une catastrophe filée, c'est-à-dire qu'il y a eu une situation internationale immonde, donc du coup on a laissé tomber les programmes spatiaux et tout ça, parce qu'on avait besoin des sous pour faire de l'armement ou des bunkers, et que en une dizaine ou une cinquantaine d'années, la situation internationale s'est tellement envenimée que voilà, la Terre est désormais aux abonnés absents, et a priori il y a peut-être bien des survivants, c'est peut-être pas la catastrophe totale, mais en tout cas ils ont autre chose à faire que la conquête spatiale, et ils sont plus intéressés par ça. Ils le seront peut-être un jour à nouveau, mais pour le moment c'est plus d'actualité. Donc la Lune, qui était finalement un peu une annexe de la Terre, hein, les gens y venaient et puis ils faisaient des sous dans l'hélium 3 puis ils repartaient, et ben non, c'est fini, maintenant il faut y rester, et avec ses propres ressources, donc ça fait tout drôle effectivement. Et je voulais parler de l'objet en lui-même, la couverture d'Aurélien Polis. Tu as eu ton mot à dire dessus? Oui, moi je lui ai dit ce que je voulais, et puis il a fait mieux que ce que je proposais. C'est souvent ça, les bons illustrateurs. Oui, parce qu'il représente quand même vraiment la situation, en tout cas à l'origine du... Oui, la fermière, son chat, le dôme, la terre là-bas. Ouais. Et du coup, tu reviens aux Utopiales en tant qu'intervenante. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces festivals? Alors déjà, revoir tous les copains. Et en fait, l'ambiance est super sympa. Moi, c'est surtout ça, quoi. Et puis rencontrer des lecteurs et des lectrices qui me disent ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, etc. Ça aussi, c'est super précieux, quoi. Parce que sinon, on est un peu seul devant ces chiffres de vente. Enfin, on fait pas ça pour ça, quoi. Et t'as déjà la suite? Alors, pas de pression, hein. Le prochain livre, je retourne au polar parce que c'est tellement plus facile à écrire. Je veux dire, la science-fiction, c'est du world building, c'est épuisant. J'ai mis 4 ans, et là, je vais me faire un petit polar sympathique, un peu Philippe Marlowe, mais en Normandie, dans la crème fraîche et tout. Et ça, j'aime bien aussi. D'accord. Et donc du coup, tu continues à vouloir aller chasser sur les différents terrains de la littérature pour. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plusieurs filières narratives, et donc j'en ai une qui c'est l'Immaculée Conception. Enfin bref, j'ai une héroïne qui s'appelle Claude qu'on retrouve dans Au bal des absents aussi. Et dans Des millénaires de silence vous attendent. Bref, il y a plusieurs textes où il y a une héroïne qui s'appelle Claude et qui a un regard qui est très sarcastique sur le monde et que j'aime beaucoup. Et du coup, je suis ravie de la retrouver. Et en plus, comme on est en Normandie au 21e siècle, il n'y a pas de world building et du coup, c'est super reposant.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas, de continuer longtemps. Merci beaucoup. Eh ben merci à toi, j'étais ravie de te revoir. Moi aussi, toujours. Chic.